C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Ce matin, Alexandre Carra, vous recevez Luc Châtel. Luc Châtel, bonjour. Bonjour Alexandre Carra. Alors ce matin à l'UMP, vous poussez un grand ouf de soulagement. Les banques vous ont accordé 2 mois de sursis pour rembourser les 11 millions que vous devez. Oui, c'est vrai. La souscription qui a été lancée au début du mois de juillet par Jean-François Copé est en phase d'être un vrai succès, puisque nous sommes proches des 9 millions d'euros. Nous étions à 8 700 000 euros de souscription hier, avec plus de 100 000 donateurs. Donc c'est un vrai impact. Et si vous voulez, j'analyse cela de la manière suivante. Je crois que nous avons un signal de nos militants qui nous disent nous voulons le réveil de l'UMP. Et la bonne nouvelle en ce milieu d'été, c'est que l'UMP est de retour. Voilà. Nous avons eu une nouvelle qui a été terrible au début de l'été. L'existence même de l'UMP était en danger. Et nous avons fait face, et nous le devons à la solidarité de nos sympathisants. Nous devons aussi à l'organisation de l'UMP. Je crois que nos services ont fait un gros travail pour aller collecter, et puis à ce mouvement de générosité donc de la part de nos sympathisants. La souscription devait s'arrêter aujourd'hui, il vous reste 2 mois, donc vous n'avez plus d'inquiétude pour trouver le reliquat. C'est aussi un message, si je peux en profiter pour faire passer un message, la souscription continue. Puisque oui, mais elle devait s'arrêter à l'origine aujourd'hui. Nous sommes à moins de 9 millions d'euros. Nous avons obtenu de la part des banques un léger délai, ce qui nous permet d'avoir encore un petit peu de temps pour trouver les 2 millions restants. Donc j'en appelle aux généreux donateurs, auditeurs d'Europe 1, qui veulent que l'UMP se renforce, que la voix de l'opposition existe. Et je dirais que c'est une mauvaise nouvelle pour François Hollande et le Parti Socialiste aujourd'hui, c'est que l'UMP est de retour. Alors cette mobilisation, effectivement, a réuni à peu près 90 000 donateurs. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une preuve de soutien à Nicolas Sarkozy ou à l'UMP? Je crois que c'est un message fort que nous ont envoyé nos sympathisants, nos électeurs. Nous avions perdu les élections. Nous avions eu une période détestable à la fin de l'année dernière, avec ces divisions internes. Et aujourd'hui, nos électeurs, nos adhérents nous ont dit « Mettez-vous au travail, nous avons besoin de vous. La France a besoin d'une opposition forte et crédible. » Eh bien, c'est comme cela que nous l'entendons. Et donc, c'est comme ça que nous nous remettons au travail. Et il semblerait que les parlementaires aient été un peu moins généreux, les cadres du parti étaient un peu moins généreux que les sympathisants. Vous leur dites quoi ce matin à vos portefeuilles? Écoutez, je n'ai pas été voir le détail des cotisations des uns et des autres. Malheureusement, historiquement, les élus ne sont pas les meilleurs en matière de contribution au financement de leur parti. Donc je me permets de leur adresser, les attirer sur leur sens des responsabilités. Vous savez, c'est très touchant de voir, moi je préside ma fédération de Haute-Marne, de voir des gens qui donnent quelques euros, qui ont très peu de moyens et qui se tournent vers nous. Moi j'ai vu des personnes qui n'avaient jamais donné de leur vie à un parti politique et qui nous disent « c'en est trop, j'interviens cette fois-ci, je vais vous aider ». Donc c'est vrai, quand on est parlementaire, quand on est élu local grâce à l'UMP très souvent, je pense que c'est important de renvoyer l'ascenseur dans des périodes difficiles. Bernard Debré a estimé hier que Nicolas Sarkozy aurait pu donner un peu plus. Alors, est-ce que l'ex-président aurait dû donner un peu plus, Luc Châtel? D'abord, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques, je ne trouve pas forcément à la hauteur de la situation. Ensuite, je ne sais pas si Bernard Debré sait combien Nicolas Sarkozy a donné, je ne le sais pas moi-même. Voilà. Donc ça le regarde, ça regarde le candidat qui a été notre candidat à l'élection présidentielle. Et je ne suis pas sûr qu'on fasse avancer les choses en s'envoyant des invectives de cette manière. Mais ce retour de Nicolas Sarkozy dans le débat public ne renforce-t-il pas un peu plus les tentations de division au sein de l'UMP? D'abord, Nicolas Sarkozy n'est pas revenu dans le débat public. Il est revenu. Il revient sur la scène. Il vient vous voir devant le bureau de l'UMP. Il est revenu parce qu'il y avait une situation exceptionnelle. Mais il ne nous a pas dit « je reviens en politique, je m'engage dans le débat ». Non. Ensuite, la tentation de la division, malheureusement, elle existe. Elle est là. Et c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui souhaitent, pendant ces 3 années qui viennent, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous lancions la campagne pour sélectionner le meilleur d'entre nous à la présidentielle, nous ayons 3 années d'unité, 3 années de travail, 3 années consacrées à notre refondation idéologique. Vous savez, l'UMP, elle a besoin de se poser des questions sur l'évolution du monde, d'apporter des réponses aux problèmes des Français, d'être crédible. Elle ne sera pas crédible en proposant les idées d'hier. Elle sera crédible en faisant un vrai inventaire et en regardant ce que nous pouvons apporter aux Français aujourd'hui. On a quand même le sentiment que ce retour sur la scène publique a remis une pièce dans la machine des divisions, notamment François Fillon. Lui, par exemple, ne croit pas à l'homme providentiel. Vous croyez à l'homme providentiel ?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'homme providentiel. Encore une fois, le moment venu, nous choisirons le meilleur d'entre nous. Nous avons fixé une règle, c'est une vraie avancée à droite. Moi, j'étais de ceux qui, depuis des années, préconisaient ce système de primaire de manière à ce qu'il y ait une sélection naturelle. Vous savez, la politique, c'est quoi? C'est choisir des idées et choisir des hommes. Simplement, il faut des méthodes démocratiques pour le faire aujourd'hui. Un grand parti démocratique, c'est ça. Donc, nous avons mis en place un système de primaire qui fait que le moment venu, c'est-à-dire en 2016, nous choisirons notre candidat. Donc, il ne faut pas fuir cet exercice. C'est sain qu'à un moment, on se positionne vis-à-vis de tel ou tel et qu'on choisisse le meilleur d'entre nous. Simplement, d'ici là, il faut que nous fassions chacun des efforts d'unité, de rassemblement, parce que le pays va mal, parce que la France a besoin d'une alternative. Le président de l'UMP, Jean-François Copé, a donné la semaine dernière une conférence rémunérée à Brazzaville. Est-ce que c'est une pratique normale ou est-ce que ça vous choque? C'est évidemment une pratique normale et j'ai trouvé d'ailleurs les propos de M. Désir assez médiocres. J'ai donc compris une chose quand j'ai entendu Harlem Désir, c'est que M. Harlem Désir préfère les emplois fictifs aux conférences. J'imagine que lui, on ne doit pas beaucoup le solliciter pour aller faire des conférences au niveau international sur la façon dont étaient organisés les emplois fictifs au niveau des apparatchiks du Parti socialiste. Donc, vous savez, on assiste en ce moment à une espèce de stigmatisation des hommes politiques, en particulier venant de la gauche, qui voudraient faire de cette fonction finalement un métier où les hommes politiques seraient des professionnels. Je suis en opposition totale avec cela. Ça ferait du bien à M. Harlem Désir d'aller travailler un petit peu un jour dans sa vie dans une entreprise. Il saurait ce que c'est que la vraie vie. Est-ce que dans l'affaire Tapie, justement, il y a une stigmatisation de la gauche ou est-ce que c'est vraiment devenu aujourd'hui une affaire d'État? Écoutez, on a vraiment le sentiment que c'est devenu en tout cas le feuilleton de l'été. Et je dois dire qu'on n'y comprend plus grand-chose. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que la justice puisse travailler en toute sérénité. Et je suis un peu surpris de ne pas entendre la garde des Sceaux s'indigner contre les ruptures de secret de l'instruction auxquelles on assiste tous les jours. Alors, est-ce que c'est sa proximité historique avec Bernard Tapie qui fait qu'elle est réfugiée dans le silence? Je n'en sais rien. Toujours est-il que je suis surpris que tous les jours, on découvre par voie de presse des fuites sur l'instruction en cours. Laissons faire la justice. Moi, je suis comme beaucoup de Français, je ne comprends pas grand-chose à cette affaire. Et ce que je souhaite, c'est qu'on ait la vérité. Luc Châtel, si vous aviez le choix, est-ce qu'il faudrait de nouveau avoir recours à l'arbitrage? Le principe de l'arbitrage fait partie de notre droit. Donc ce n'est pas le principe qui est en cause. Mais est-ce que dans l'affaire Tapie, c'était un bon choix? Je n'en sais rien. Je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de commentateurs, beaucoup de gens qui s'expriment sur ce dossier sans en connaître le fond. Moi, je ne m'exprime pas sur un dossier quand je ne connais pas le fond. Ce que je sais, c'est que l'arbitrage fait partie du droit. C'est une solution qui peut permettre d'accélérer le règlement d'affaires judiciaires. C'est une solution qui peut permettre de trouver un compromis, qui peut permettre d'éviter certaines lourdeurs judiciaires. Simplement, il doit être effectué dans des règles. Le rôle de la justice, c'est de savoir si cet arbitrage a bien été effectué dans le cadre de ces règles. À l'UMP, l'été est censé être studieux. François Fillon et Jean-François Copé ont demandé à leurs partisans de plancher sur des propositions pour la rentrée. Vous vous êtes mis au boulot? Bien sûr, alors nous nous sommes mis au boulot déjà depuis quelques mois, puisque depuis maintenant le début de l'année 2013, nous organisons régulièrement des conventions. Moi-même avec mes amis humanistes et libéraux, nous réfléchissons notamment aux questions européennes. Nous allons avoir l'année prochaine une élection européenne importante. C'est le moment de débattre entre nous. Vous savez, nous ne devons pas avoir peur du débat. Je vois bien ici ou là, l'UMP, certains dire on ne peut pas prendre des positions trop radicales sur certains sujets. Le débat est sain. Et moi, je respecterai toutes les idées des autres, même si ce n'est pas les miennes, à condition qu'elles s'expriment dans un climat serein. Voilà, le rôle d'un parti politique au XXIe siècle, c'est d'être capable, nous ne détenons pas la sainte vérité. Voilà, nous n'avons pas raison tout seuls contre les autres. Donc le débat, ça doit faire partie de notre culture. Ce n'était pas toujours le cas à l'UMP, ce n'était pas toujours le cas dans les partis politiques en France de manière générale. Eh bien, je pense que c'est une avancée. Si on peut aller dans cette direction, ce sera un plus pour l'UMP. Côté devoir de vacances, François Fillon a pris une petite longueur d'avance puisqu'il teste actuellement 35 propositions sur Internet. Par exemple, il propose de revenir sur le droit du sol en actant la fin de l'automaticité de l'acquisition de la nationalité pour les enfants nés en France de parents étrangers. C'est une bonne proposition, Luc Châtel? Et je ne vais pas
par la preuve, faire le contraire de ce que je viens de vous indiquer il y a 2 secondes. C'est-à-dire que je ne vais pas balayer d'un revers de main une idée qui est proposée par un de mes amis, l'ancien Premier ministre François Fillon. Voilà. Donc c'est bien que François Fillon, dans le cadre des débats que nous avons, fasse des propositions. Certaines sont anciennes, d'autres sont plus novatrices. Nous aurons le moment venu des débats internes pour savoir lesquels nous devrons retenir. Mais c'est bien qu'émergent dans les différentes sensibilités de l'UMP des propositions. Nous en avons besoin. Mais par exemple, revenir sur le droit du sol, c'est une proposition acceptable. C'est une proposition complexe à mettre en œuvre. Nous le savons depuis longtemps. Je pense que nous devrons avoir en interne un vrai débat pour le coup, et nous devrons arbitrer, y compris par le vote au sein de notre formation politique, si nous devons reprendre cette idée. François Fillon propose également le report de l'âge de la retraite à 65 ans. Il a raison. Vous êtes favorable ? Bien sûr, il a raison. Et c'est d'ailleurs toute l'irresponsabilité du gouvernement actuel qui compte ne jouer de manière très hypocrite que sur les cotisations. Ce gouvernement ne sait faire qu'une chose, c'est augmenter les impôts, c'est taxer les Français. Plutôt que de résoudre les problèmes sur le fond, on s'attaque au porte-monnaie des Français. Donc 65 ans, c'est le bon âge. Le meilleur moyen, de toute façon, on connaît le problème de l'âge de la retraite que M. Hollande vient de découvrir. L'espérance de vie a augmenté de près de 20 ans depuis 50 ans. Le seul moyen de financer de la vie en plus, c'est du travail en plus. 65 ans. Donc c'est 65 ans minimum. C'est en tout cas la proposition que nous faisons. Vous êtes un ancien ministre de l'Éducation. Il propose également le retour de l'uniforme à l'école. Ça aussi, vous votez pour ? Ah, c'est un vieux débat. À l'époque, j'avais proposé non pas le retour de l'uniforme, c'est-à-dire le vêtement unique, mais on peut imaginer des formules intermédiaires. D'abord, dans certains de nos départements d'outre-mer, le vêtement unique existe. Donc on peut imaginer à une surtenue, c'est-à-dire un vêtement, ça peut être un t-shirt, ça peut être une blouse, qui soit sur les vêtements, qui puisse revenir à cette uniformité. Mais c'est un débat qui est houleux et compliqué. En tout cas, on le voit bien, pas d'uniforme à l'UMP. Merci Luc Châtel, bonne journée à Merci vous. à vous. Bonne journée à tous. Merci Alexandre Carra, merci Luc Châtel.